D'où viens-tu, Georges? Juste avant Ilotopie, ou encore un peu plus avant. Moi je suis. Trajectoire. Là, sur le bouquin, je suis carrément parti des Grecs. Après, je fais un D'accord. survol rapide, mais à la limite, comme ça, rapidement, de repartir au plus petit. Trajectoire, moi j'ai quitté le monde du travail, donc j'étais menuisier, apprentissage de menuiserie d'abord, ensuite menuisier en entreprise, et puis j'ai quitté ce monde-là assez tôt, parce que j'ai commencé déjà à travailler très tôt, à 16 ans. J'ai quitté la menuiserie en entreprise à 22 ans, à peu près. J'ai fait 5-6 ans. Les 5-6 premières activités, 5 années d'activité, c'était ça. Et après, je suis allé me mettre au vert dans les Cévennes. Et tu venais de où avant d'arriver Saint-Étienne, la région de Saint-Étienne. Voilà. J'ai un Plutôt parcours rural ou urbain? à moitié, pile poil moitié. J'ai fait toute l'école primaire dans un HLM, en plein dans une zone moderne à Saint-Étienne. J'étais dans la muraille de Chine, c'était un bâtiment hyper moderne à l'époque. C'était rigolo parce que c'était la cité dans les années 60, quoi, tu vois. Donc c'était vachement beau. On avait une chance inouïe d'avoir un appartement. Tout neuf. Tout était neuf. On était les chanceux de la vie d'avoir réussi à avoir un appartement dans cette barre HLM. Enfin, tu vois. C'était hyper moderne. Tu vois. Le courant, l'électricité, chauffage intégré, tout ça. Ouais, voilà. Merveilleux, l'ascenseur qui marche. Au 14e étage, quand même, tu vois. Une barre de 1000 habitants. C'est un gros bordel. Et puis après, on a quitté cette barre pour aller à la campagne, une belle campagne, une maison. Mes parents ont acheté une maison qu'ils ont retapée. Ils ont retapé pendant 2 ans pendant qu'on était à HLM. Mon père, il avait vachement bossé dedans. Puis après, on était allé habiter en campagne. Donc j'ai fait le collège, la partie collège, je l'ai faite en campagne. Là, j'ai complètement basculé dans un autre monde. Je suis arrivé le citadin avec mes petites pattes au glace, là, au milieu des pecnos. J'ai complètement basculé dans un monde rural, avec la ferme juste en face et tout. Enfin, c'était du bon, du profond. J'ai cherché le lait, le lait chaud au pied des vaches quand même. Donc, c'était la pré-campagne. Je suis passé de l'un à l'autre, pum pum, comme ça. Et puis après, je suis parti travailler très tôt, à 16 ans. Donc j'ai arrêté l'école, ça m'intéressait pas du tout l'école. Dès que j'ai pu arrêter l'école, j'ai arrêté. Et donc j'ai travaillé, menuiserie, et puis après je me suis barré, j'ai arrêté ça m'a pas plu, j'en ai marre. Je me suis bien défoncé pendant 1 an, à Saint-Étienne. J'étais au chômage, ouais, quand je suis arrêté de bosser, j'étais au chômage. Je me suis bien défoncé pendant 1 an. Et puis après, j'ai quitté la ville et je suis allé en campagne, et là j'ai débarqué dans les Cévennes, où j'habite encore. Là, on est en 1982, 82, 23 à peu près. Et puis là, j'ai coupé court. L'arrivée dans les Cévennes, c'était vraiment. J'ai voulu me retourner sur la civilisation complètement. Alors je me suis mis à. J'habitais en tipi, je voulais plus entendre parler d'électricité, de voiture, de compte en banque, j'ai tout largué complet. Je ne veux plus entendre parler de tout ça. Donc j'ai fait le sauvage. J'ai rencontré une sauvage. On est devenu mari et femme. Alors, couple de sauvages. Voilà, on est devenu un petit couple de sauvages. Dans notre tipi, on a fait un petit sauvage. Donc mon fils, qui était conçu là-bas. Et puis quand il est né, on était sauvages, mais c'était au mois de novembre, il faisait un froid de canard. Alors on s'est retourné vers la civilisation quand même. Un petit peu. Et puis après, c'était toute une période où moi j'étais quand même assez en colère contre la société pendant longtemps. J'étais vraiment en colère. Et genre, tu vois, j'ai pas voulu reconnaître mon fils, tu vois, j'ai pas voulu être propriétaire, je voulais rien. Donc je voulais pas avoir le compte en banque. J'ai essayé de tout marcher au liquide, à l'époque c'était encore possible, tu vois. Je fais que du travail au noir. Donc j'ai passé quand même pas mal d'années, de 1983 à peu près. J'ai passé presque 10 ans assez à l'écart. Et là j'ai retapé une maison à la main. Parce que je faisais la guerre à l'électricité aussi. Donc à la main, et au bout de 2 ou 3 ans de travaux à la main, j'ai découvert la tronçonneuse. Ça m'a pas déplu. C'était une belle découverte. Après, j'ai redécouvert l'électricité.
C'était pas mal aussi, c'est-à-dire que les travaux sont allés un peu plus vite. Mais bon, je suis resté quand même longtemps pas déclaré. En vrai, ce qui était rigolo, c'est que j'ai pas de sécu, rien du tout. Je suis resté 7 ans en tout dans cette période-là, 7 années sans trace, avec un soin. J'essayais d'avoir vraiment un soin, avoir pas de trace dans la société autre que ma voiture assurée. C'est la seule trace que j'avais. Je voulais avoir. Donc ça voulait dire pas de téléphone, pas d'abonnement électrique, pas de compte, pas de travail, pas de sécu, rien de tout ça. Vraie rupture. Et puis ça s'est bien passé pour moi parce que je me suis mis à travailler au noir. J'ai eu quand même pas mal de chantiers. Et ça se passait pas mal. Moi, je faisais plutôt de la menuiserie encore quand tu bossais au Black. Je suis parti après menuiserie, charpente, restauration, couverture, maçonnerie, pierre sèche. Tu vois, j'ai un peu exploré pas mal de trucs de construction. Les travaux du bâtiment. Parce restauration. Après, c'est la voie artistique. C'est ça qui fait arriver. Précisément, justement, quand donc je travaillais au noir, je commençais à avoir ma petite réputation clientèle. J'ai même eu un atelier de menuiserie au noir complet pendant 2 ans dans mon village. Et c'était vraiment chaud. Et j'ai réussi à le tenir. Et à un moment donné, j'ai un copain avec qui j'avais un peu vécu qui me dit, tiens, dans mes courses au chantier, il me dit, tiens, je connais un groupe de théâtre de rue, qui sont en train de construire un atelier, ça serait bien que tu viennes filer. Lui, il bossait là. Puis ce serait bien que tu viennes filer un coup de main, on cherche un charpentier, ce serait bien et tout. Donc moi j'ai débarqué ici à l'Utopie, charpentier, pour la construction du citron jaune, au début. Au tout début, au tout début du citron jaune. Donc je suis arrivé chez l'Utopie, il y avait encore les anciens locaux là-bas. J'ai découvert une bande d'artistes avec des lunettes de soleil qui venaient voir le chantier de temps en temps. J'ai découvert Sylvain, qui était à fond. J'ai bien entendu avec lui tout de suite. Et puis on était à fond là, pendant 1 an là, sur cette construction. Une sacrée période. Les artistes en lunettes, c'était qui avait des lunettes? Je n'avais pas de nom, mais il y en avait 2, 3. 2, 3 non, des artistes en lunettes, parce que c'est moi le premier. Moi, j'étais pas du tout de ce milieu-là, tu vois. Par contre, j'avais entendu parler de l'Utopie, parce que moi, quand je travaillais, je écoutais la radio, tu vois. Et il y avait eu Lille, je me rappelle. Et j'avais entendu parler de Lille et l'Utopie et tout, ça m'a vachement branché. Et quand je suis venu ici, j'avais fait le rapport. Je savais que c'était cette compagnie que j'allais rencontrer. Et ça m'avait bien excité quand même. Et donc je suis arrivé là, j'ai pas été déçu, tu vois, j'ai rencontré toute la bande de l'Utopie, c'était à fond, j'ai eu une sacrée belle équipe, tu vois. Et puis c'était pas mal pour moi de me retrouver ici sur l'atelier. Comme les anciens locaux étaient plutôt de l'autre côté de la ville, de l'autre côté du port, il y avait un peu de rupture entre la compagnie et l'atelier. Et grosso modo, il y avait Sylvain qui était détaché à la construction de l'atelier quasiment totalement. Et puis c'était présenté un peu comme une construction collective avec le reste de la compagnie qui viennent. Mais bon, en fait, le reste de la compagnie, de temps en temps, il y en a qui venaient filer des coups de main, quoi, tu vois. J'ai arrivé les comédiens qu'il fallait faire du placo-plâtre d'un coup. Ou, tu vois, un truc comme ça. Tiens, il y a un mec, un comédien, il va venir t'aider à faire du placo. Je dis, ouais, bon, d'accord. Puis ainsi de suite, tu vois, d'autres. C'est ça, je veux dire, les gens à lunettes. S'ils arrivaient, je les voyais. Les premières fois que je les ai vus arriver, j'étais sur le chantier. Ici, le terrain vague, tu vois, les poutres au sol. J'ai arrivé Myriam avec ses lunettes de soleil, il sort de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être là, l'atelier, super. Philippe, pareil. J'ai regardé d'un drôle d'œil, c'est quoi ces zozos là? Il ferait mieux de venir me mêler plutôt. Et puis en fait, donc j'ai la construction de l'atelier. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la construction, côtoyer un peu ce monde-là, je logeais par là, tu vois. Petit à petit, je me suis engrainé. Je ne suis pas parti en fait quand l'atelier a été inauguré, j'étais là jusqu'à l'inauguration. Et au moment où l'atelier était à peine inauguré, qu'il y avait la fin de la création de l'autobus, ils étaient sur un coup de bourre sur la construction du décor. J'ai embrayé, j'aurais filé la main sur la construction du décor. Après, l'autobus est parti en tournée à besoin. Je me suis retrouvé engrainé par l'autobus dans la compagnie. C'est l'autobus qui m'a capté. Mais du coup, tu jouais dès l'autobus, tu jouais ouais, très vite. Vraiment là. Non, très vite, je me suis mis à jouer en arrivant. Ouais. Très vite, en construisant et tout, très vite. Après, j'ai eu envie, quoi. J'ai eu envie d'essayer de jouer un peu. Tu l'as bien senti, tu n'avais jamais eu d'expérience genre Si, j'ai fait quand même pas mal de choses.
j'étais pas mal branché animation, moi, animation, invention, dans mon petit coin de campagne, à faire des petites choses ici. Je m'étais déjà frotté, mais vraiment à titre amateur et absolument pas structuré. Mais je m'étais frotté, je faisais de la musique, j'ai fait des espèces de happening, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, je faisais ça de manière sauvage. Si, j'étais assez branché comme ça m'intéressait vachement. La situation, je faisais la période en ville, là où, avant d'arriver dans les Cévennes, j'inventais pas mal de trucs pour me distraire, comme tu vois. J'étais pendant un an au chômage en ville, à me faire chier. Je me suis pas mal défoncé, et puis je me suis bien inventé pas mal de conneries pour me distraire, pour m'amuser. Puis là, je suis pas à construire n'importe quoi, à faire des trucs, mais j'avais totalement à titre personnel. À un moment, j'ai rempli mon appartement d'une espèce de structure à la Schwitten avec des tas de tubes PVC que j'avais récupérés. Je les remplis jusqu'à plus pouvoir rentrer dedans. Et ça m'intéressait. Donc j'avais trouvé un nid de poubelle, tu vois, un nid de récup dans une usine pas très loin de chez moi. Et je me suis mis à remplir mon appartement avec des tubes dressés, des raccords et des scotch et des machins. C'était assez bizarre comme période, ça me rappelle. J'ai rempli tout. Donc j'ai commencé à remplir tout l'espace en me laissant des passages pour circuler. Mon lit, la cuisine, les chiottes, la porte d'entrée, c'était 2 pièces, tu vois. Et puis petit à petit, je revenais, j'en remettais. C'est comme ça que je suis parti de la ville. Alors moi, je suis parti, mon appartement il était plein de tubes, on ne pouvait plus rentrer. Je me suis éjecté un peu d'une certaine manière. Donc j'avais une espèce de pratique, tu vois. C'est vrai qu'en arrivant ici, ce qui m'a plu, c'est que je retrouvais un esprit que je ne savais même pas que ça pouvait faire des spectacles et que même qu'on peut en vivre, je ne savais même pas ça. Et en fait, c'est ça qui m'a resocialisé, moi. C'est l'utopie qui m'a resocialisé. Et là, j'ai accepté. Après, donc au début, je suis arrivé là, j'ai été un peu embauché au noir, un peu au début. Puis pas trop, puis après, il fallait bien trouver un statut. Et donc là, j'ai accepté, pour continuer de travailler ici, j'ai accepté de prendre un statut. Je me suis retrouvé, je ne sais plus quoi, contrat de retour à l'emploi. Enfin, il a fallu que je m'inscrive au chômage pour reprendre. Mais pour moi, c'était une. Je me rappelle bien que j'ai accepté ça, c'était un grand cas de conscience. Une rupture là, voilà. Avec les idéaux adolescents. Voilà. Je me suis dit, bon, si c'est pour ça, ça vaut le coup. Si c'est pour faire ça, là, ça vaut le coup. C'est intéressant. Si c'est pour aller faire ce genre de conneries, ça vaut le coup de remettre le pied dans le bazar. Ouais, c'est vraiment l'utopie qui m'a socialisé, ouais, c'est clair. Mais à partir de là, je me suis mis à gagner vachement moins de fric aussi. La vie d'artiste. Parce qu'avant, j'étais au noir, c'était assez royal quand même. Tu vois, j'avais une clientèle, ça marchait super bien. Je crois, malgré les super souvenirs que j'ai dans le spectacle et tout ça, je crois quand même que les meilleurs moments de ma vie, tout court, c'était cette période-là de liberté, de sentiment de liberté totale au noir, tu vois. Complètement. Je me sentais fort, je me sentais incroyablement fort. Et c'est vrai qu'après, j'ai l'impression que ça m'a toujours pesé dans la vie d'avoir refoutu le pied dans une situation sociale un peu plus déterminée. Ça m'a pesé. Après, plus tard dans la vie, ça continuait de me peser, de me chagriner. Même là, encore au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas totalement en paix avec ça. Tu vois. Je ne suis pas convaincu encore. Je n'ai pas réussi à être totalement convaincu de la socialisation. Donc voilà, donc j'arrive en 91 à peu près, 92. J'ai commencé, la première fois que j'ai joué, c'est à l'inauguration de l'atelier. Je crois que c'est ça qui m'a plu. L'inauguration de l'atelier, il y avait une espèce de mise en scène et tout. Puis j'ai participé aux réunions de comment on va faire l'inauguration, la l'air. J'ai donné 2-3 idées, enfin tu vois, il y avait des trucs comme ça qui je me suis senti en phase. Et le jour d'inauguration, il y avait, dans cette mise en scène, il y avait une présentation des gens qui avaient travaillé ici et tout. Moi j'étais dedans et je me suis retrouvé un peu en jeu, quoi, tu vois. Et ça m'a vachement plu quand même. Voilà, le pied à l'étrier. Voilà. Comme on dit. Ouais. C'est ça. Donc bien pour l'arrivée. Voilà. Une belle c'est cohérence. Il y a un parcours. Hein. Et donc, une ligne. Après le bouquin, comme il est orienté sur l'utopie, mais justement, je trouve que t'en as déjà pas mal témoigné là dans la première partie là, du désir de vie utopique. En tout cas, moi, après, on peut avoir d'autres niveaux de lecture de l'utopie, mais
Ah ben moi c'est vrai que c'est ce qui m'a vachement plu ça. Tu vois, quand j'ai compris qu'il y avait des gens, en rentrant ici, si tu veux, de rencontrer un groupe qui était dans des utopies. En fait, tu vois, moi je ne savais pas ce que c'était tout ce que je vivais avant. C'était complètement intuitif et pas. Moi j'ai commencé à me cultiver à partir des utopies aussi, tu vois, à lire des livres et tout ça. Sinon je voulais même pas lire de livres. Moi. Je refusais tout. Tout enseignement extérieur, je refusais absolument tout en bloc. Je voulais pas ouvrir un livre. Il n'était pas question que j'ouvre un livre et qu'on m'apprenne quoi que ce soit. Ça a commencé. En fait, ça a commencé à l'école. L'école, ça m'a fait chier. Je me suis dit que les profs, ils étaient des gens incapables de m'apprendre ce que j'avais envie d'apprendre. Et à partir de là, je suis devenu très très dur. J'étais même assez. Je pense que j'ai même été assez dur, je pense, avec des proches, tu vois, à cette époque-là et tout. J'ai fait des tas de. Au milieu de ce parcours, il y a eu quand même des tas de prises de position assez. Avant d'arriver à l'utopie, assez radicales. Je me suis précipité dans un mariage blanc. J'en ai eu l'occasion à un moment avec une Polonaise. T'avais envie d'aller vivre en Pologne? Non. Non, c'était l'histoire, c'est que c'était un truc, une nana qui vient voir, une copine qui vient voir et puis qui me dit tiens, j'ai une copine polonaise, elle est étudiante à Lyon, il lui faut la nationalité, elle est dans la merde, elle n'arrive plus à avoir ses papiers, je cherche quelqu'un pour se marier avec elle et tout. Bon, j'étais là, je te réveille. Et je dis ouais, ben t'as pas essayé avec machin et tout, essayer de trouver des solutions autres. Et en fait, ce qui m'a motivé à le faire, c'est quand elle m'a dit tous les refus qu'elle avait reçus. Tu vois, quand j'ai su qu'un tel, que je pensais qu'il était plus capable de le faire, il avait refusé, qu'un tel avait refusé, que je voyais que tout refusait, que tout ce monde-là refusait de le faire, ça m'a énervé. Et c'était dans la même discussion, quoi, 2 heures après qu'on a commencé à parler, 2 heures après, je dis mais je vais le faire moi. Et tu vois, j'avais ce genre de réaction un peu, de dire si personne ne veut le faire dans la trouille, il faut le faire, je vais le faire. Il faut que quelqu'un le fasse, je le fais. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu comme ça, un peu. Antisocial. Ouais, un peu, ouais. D'ailleurs, antisocial, je n'aimais pas du tout Trust et antisocial, de par le faux aspect antisocial qu'il y avait. C'était pas assez. Ouais, quelque part, antisocial, il fallait pas le chanter, pour moi, tu vois. Il fallait pas se produire. Tellement j'étais un peu. Tu vois. Je veux dire radical. Voilà. Le fait de se produire, de faire un disque et de voir tout le monde qui fait antisocial, tous ensemble, ça me. Voilà, je me disais, bon, ça marche pas. Ça m'énervait, ouais, tu vois. J'étais assez énervé avec ce genre de truc. Oui, très radical, très radical. Et j'ai commencé à me cultiver, je pense que j'ai commencé à lire des bouquins et à tout ça quand avec l'utopie. Tu vois. Donc dans le désir de vivre autrement. Quoi. Ouais. Et ici, tu pourrais définir un peu, au-delà de l'idée de vivre autrement, un peu le mode de vie. Voilà, moi c'est un peu l'utopie, c'est de voir un peu le mode d'organisation, de vie en groupe, justement. À la limite, l'utopie en solitaire, c'est pas facile, mais c'est moins de contraintes que quand c'est en groupe, c'est tout de suite... Oui, j'ai un petit... Je pense que par rapport à d'autres gens de cette époque-là, à l'utopie, je crois que moi j'ai une particularité, c'est que je suis arrivé à l'utopie avec mon monde. C'est-à-dire que moi j'avais mon utopie ailleurs, dans la montagne, tu vois, et ça j'ai jamais voulu la quitter. J'ai jamais abandonné ce que j'avais fondé là-haut, une maison, une famille, tu vois, mon lieu de vie, à moi ça a toujours été les Cévennes, et c'est jamais été question que mon lieu de vie devienne Port-Saint-Louis, bien que j'ai vécu 10 ans. Après, tu vois, ça a duré pendant 10 ans, j'ai vécu quasiment ça, par exemple, la majeure partie là. Dans le détail, tu gérais comment? Tu faisais la semaine ici, un peu des allers-retours? Non, pas la semaine, c'était lié aux impératifs du boulot. Donc toute ma famille s'est pliée à ça et tout. Voilà, je suis là pendant 3 semaines, je suis pas là pendant 2 jours, 4 jours, 5 jours. Enfin, tu vois, c'était là, je vais faire ça, là, je pars là. Là, j'arrive à bloquer ça pour rentrer chez moi. J'ai pas beaucoup, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai quand même été majoritairement ici. Mais par contre, j'ai jamais voulu lâcher. Tu vois, j'ai jamais voulu lâcher, divorcer de mon monde, faire venir ma femme et mon fils. Une utopie du travail ici à Port-Saint-Louis, une utopie de la vie privée. Moi, j'ai jamais aimé la région, et j'aime pas la région. J'aime pas la Camargue. Moi, je suis un montagnard, j'aime la montagne, tu vois. Et j'aime pas la Camargue. J'aime pas le vent, j'aime pas les moustiques. Et l'eau, le rapport au Rhône, à l'île, tout ça, ça m'a jamais fait bonder, tu vois. De voir, moi, quand je venais ici au début, je voyais les gens vivre sur l'île. Je trouvais ça bien qu'ils le fassent. Mais moi, j'avais mon île. Tu vois, j'avais mon île à moi, j'ai pas besoin. Impossible pour moi de m'investir dans l'île.
mon investissement sur du terrain, il était déjà posé quelque part. Donc je venais ici, moi j'ai jamais voulu toucher terre et toucher l'eau ici, tu vois. Quand j'ai commencé à habiter ici, c'était caravane, il fallait qu'il y ait des roues. Je pouvais pas habiter dans une maison, j'aurais pas pu prendre un appart ici. Narcisse, alors. Comment? Donc, avant, bah oui. hors caméra, tu me disais que Narcisse avait posé des problèmes. Ouais, mais voilà. Proximité. Ouais. Déjà qu'en arrière-plan, il y a ça aussi. Oui, déjà, ouais. Voilà, de bonnes raisons là qui. Ouais, c'est vrai que pour moi, moi, c'est la montagne, quoi, tu vois. C'est vrai que quand je suis arrivé dans ma montagne, ça a été tellement fort pour moi et j'ai tellement investi dedans et qu'encore au jour d'aujourd'hui, je suis totalement persuadé, convaincu que c'est mon lieu de vie, que c'est là où, tu vois. C'est mon repère, il est là, quoi. Dès que je suis ailleurs, c'est mon, tu vois. J'y suis allé, j'y suis passé qu'une fois, je crois. Tu vois, ouais. Et ça m'a marqué comme ça, le côté, je dis une île, c'est pas du tout, mais il y a le côté isolé. Bah oui, complètement. C'est comme une île, au lieu de prendre le bateau, tu prends ta voiture, tu as 20 minutes, tu vas avant de sortir pour faire quoi que ce soit, tu as 20 minutes de bagnole. Et avant le moindre bureau de tabac, moindre école, moindre boulangerie, moindre quoi que ce soit, c'est 20 minutes, tu sors et c'est 20 minutes, quoi, tu vois. Donc une séparation du monde. Voilà. Ouais, donc c'est une coupure, c'est une vraie coupure. Moi je te comparais vachement, tu vois. Quand je voyais les gens vivre sur l'île et tout, par rapport à moi vivre dans la montagne, je trouvais ça assez comparable. Mais justement, en faisant cette comparaison, pour moi, il n'y a pas photo, quoi, tu vois. Moi, il me manque le volume. Je suis assez contemplatif dans la nature et je peux rester devant une fenêtre, une terrasse, à fumer, à regarder la tête perdue dans une colline, à regarder les arbres, le vent, tu vois, à imaginer que je vais voir une bête que je ne verrai jamais. Ça peut durer des heures. Alors que ici, non, moi je ne peux pas perdre mon regard dans la nature ici, je ne sais pas où le mettre. Non, je ne peux pas perdre mon regard dans la nature ici, tu vois, je peux pas. La plage, j'ai essayé au début, tu vois, d'aller à la plage et tout ça, de retrouver ça. Assis dans ma bagnole, tu vois, assis dans ma bagnole, à écouter de la musique, j'ai retrouvé des sensations équivalentes à être chez moi. Tu vois, c'est bizarre, hein, quand même. Mais d'être en plein vent sur la plage, assis le cul dans le sable et à regarder le large, ça m'a jamais donné cette sensation-là de bien-être dans une contemplation. Mais j'aime pas le vent non plus. Tu vois, j'aime pas le vent, j'aime pas les moustiques. J'ai un souvenir, là, une des premières fois quand on arrivait avec Pascal, quand on était venu en résidence, on était allé vers la plage Napoléon, genre vers 5h, 6h, un peu à tomber de la nuit, tu vois. Et on sort de la voiture, on est rentré vite fait, quoi. C'est pas... je me souviens plus des moustiques, mais le vent aussi, il devait y avoir un beau vent, quand on continue le vent aussi. Ah voilà. Les moustiques, en tout cas, on s'est fait bouffer, là, la première fois que je suis allé sur l'île. Notre rapport imaginaire qu'il peut y avoir que quand tu n'y es pas, puis tout d'un coup tu es dans la situation et tu vois tout de suite la limite. Ah ouais, c'était infernal. Tu vois. Puis cette espèce de pas de répit, quoi, tu vois. Je veux dire, pas de répit. Quand il n'y a pas de vent, il y a du moustique. Quand il n'y a pas de moustique, il y a du vent, quoi. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de répit, quoi. Du coup, quand tu étais ici, tu dormais dans une caravane plutôt. Ouais, j'ai une caravane qui était derrière. D'accord. Et puis j'avais envie en fait, c'était moi, ma caravane, c'est une bulle d'extension de ma montagne. J'avais besoin de ça. Ça ne m'aurait pas non plus intéressé d'habiter dans la petite maison. J'ai pas habité dans la petite maison, j'aurais pu un moment, je pense, habiter dans la petite maison. J'avais des petites, tu vois, il y avait un mode de vie qui était organisé comme ça, je voulais pas non plus. Je voulais pas me poser dans du sol, je voulais pas toucher, poser mes outils, comme on dit, tu vois, je voulais pas. Dans cette terre-là. Donc la caravane, ça me convenait. C'était une sphère, à l'intérieur de la caravane, il y avait mes petites photos, tu vois, j'ai l'impression d'être en voyage, et puis ça me donnait aussi le sentiment d'être là que de passage. Je suis de passage. C'est vrai, je crois que j'ai toujours pensé l'utopie pour moi de passage. Bien que ça ait pris des proportions énormes à un moment donné de ma vie, un passage tout autour de moi, on peut se demander très légitimement si j'habitais pas plutôt à Port-Saint-Louis que dans la montagne. Tu vois, mais dans ma tête, non, jamais. Donc l'engagement, tu dit l'utopie, l'autobus, la construction, voilà. L'autobus. Et bien après ça s'est fait tout naturellement, je suis resté, quoi, tu vois, je veux dire, après l'autobus il y avait autre chose, c'était une période où il y avait quand même pas mal de boulot
projets en route et besoin d'énergie. Puis j'étais dans le bois. Et par rapport à la construction, ça tombait bien. Si tu veux, il y avait, je me suis retrouvé avec le bois dans les mains, tu vois, comme Sylvain avait la ferraille. Il y avait une espèce de, tout le monde faisait un peu tout, mais au niveau des spécialités et des savoir-faire, si tu veux, moi c'est vrai, je me suis retrouvé plus avec mon savoir-faire de bois. Et il y avait personne qui faisait du bois. Enfin, moi tout le monde faisait tout, mais si tu veux, quand je suis arrivé, j'ai pas trouvé clair que lui, tu vois, je suis devenu le maître bois. Après, sur les gros chantiers qu'on a eu par la suite, je me suis retrouvé très vite responsable de la construction bois. Quoi, tu vois, c'était dingue. Bois Georges, Ferraille Sylvain, en fait, tu vois, il y avait des choses comme ça, zoom. Des chefs d'atelier, après une galinette qui vient de donner un coup de main. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y avait. Moi, je trouvais ça assez bien, cette espèce d'équilibre d'ailleurs, parce qu'il y avait un peu une sectorisation, tu vois, mais avec du mélange, avec quand même vachement de mélange au milieu. Donc, tu vois, moi, j'ai quand même appris la ferraille ici. J'ai appris, tu vois, je me suis intéressé à d'autres matériaux que le bois, je ne suis pas resté bloqué dans mon bois. Et puis en fait, de petit à petit, de construire, ben aussi. Je suis assez entreprenant, donc tu vois, ça voulait dire concevoir aussi. Donc très vite, je suis rentré, je me suis retrouvé dans l'équipe de création, tu vois, dans ce collectif, quoi. Tu vois, très vite, je me suis retrouvé avec une place, quoi. Tu vois, moi, j'ai eu l'impression d'arriver à l'utopie et pas de faire ma place, mais de me caler dans un endroit où ça calait tout bien le reste, tu sais, comme t'arrives et tout, tac, tu te mets là et c'est une des vérités que ça cale. Moi, tu me l'as dit, c'est lucide de trouver sa place. Ici, Ouais. un côté comme ça, la place, elle n'est pas préexistante. Non, voilà. C'est en fonction de tes compétences, tes appétences. Ben moi j'ai presque l'impression qu'elle m'attendait, tu vois, que cette place. J'ai pas de souvenir d'avoir bataillé à me trouver une place. Je suis arrivé, pouf, je me suis retrouvé là, voilà, boum, c'était. Non, mais c'est sûr ça s'est posé comme ça de par fait. lequel tu es arrivé, c'est voilà. C'est logique. Mais du coup, c'est le basculement vers le côté comédien. Parce que là, tu me racontes que tu es. Mais tu vois, on se fréquente un peu. Moi, j'avais plutôt l'impression que tu étais un comédien. Non, je suis devenu comédien ici. C'est vraiment ici que je suis devenu comédien. Vraiment. Et moi je dirais que c'était d'abord habiter, grosso modo ça a été d'abord construire, ensuite concevoir ce que tu construis, et ensuite habiter ce que tu viens de concevoir. Quoi, tu vois. Je veux dire que ça a été quand même pas mal ça à une époque, et l'utopie, beaucoup motivé par la construction, et après habiter les constructions, tu vois. Je me suis retrouvé vite à habiter, ce que je construisais, quoi, tu vois. Et puis ça me paraissait totalement logique et une dimension supérieure par rapport à la construction que j'avais fait jusqu'alors. Tu vois, c'était un aboutissement par rapport à une construction, c'est-à-dire que tu construis quelque chose et après tu le fais vivre, tu le vis avec et tu le fais vivre. Donc ça m'a vachement, ça a traversé, et voilà, ça m'a permis de traverser vraiment l'aspect construction et tu vois, de lâcher des constructions, comme j'étais avant dans le bâtiment, je construisais et puis une fois que c'était construit, c'était vendu. C'était lâché de moi, c'est les gens qui vivaient avec. Je pense que ça, d'une certaine manière, ça a rempli ça aussi, l'utopie pour moi, ça a rempli cette espèce de truc d'utiliser ce que tu construis toi-même, tu vois, et tu sais que au fur et à mesure que tu le construis, tu sais que c'est toi aussi qui vas l'utiliser, donc tu vois, il y a toute une, ça devient complètement, ça devient bien plus complet comme travail. Oui, c'est global. Ouais, voilà. De vie globale voilà. De la construction. Et ça, plus ça s'intègre à d'autres qui ont fait d'autres choses. Donc tu vois, il y a une espèce d'ensemble comme ça qui était extrêmement plaisant. Quoi. Donc ça s'est fait tout seul. Et puis après c'est des retours des gens. Quoi, tu vois, je veux dire, on m'a vite identifié comme un comédien possible. Comme, tu vois, comme quoi c'était plutôt bien quand je jouais. Et je me suis vite pris au jeu. Et donc après les places, elles se font aussi comme ça. Par exemple, tu vois, moi j'ai été quand même un peu le terrien de service à un moment. Quand j'ai fait par exemple le champ d'expérience, la tour, c'était une évidence que moi je fasse le laboureur de lit par rapport à un rapport à la terre et tout ça. En fait, j'ai pas du tout, moi. Tu vois, moi j'ai pas de rapport à la terre. Quand j'étais je fais pas de jardin chez moi. Mais ici, je me retrouvais avec
tu vois, avec le terrien de service un peu, tu vois, le fait de couper du bois à la tronçonneuse. En France à Saint-Étienne, là, dans les... Voilà, ouais. Dans les crassiers. De l'adolescence. Ouais. Ouais. T'as une anecdote qui est complètement rigolote. Quand je faisais les gens de couleur ici, je me suis très vite retrouvé vert. Couleur préférée, le vert. Et donc dès que je pouvais faire vert, quand je faisais les gens de couleur, je faisais vert. C'était ma couleur, j'aimais bien être vert. J'étais vert. J'ai fait quand même pas mal de gens de couleur en vert. Et puis après, quand j'ai quitté l'Utopie, je suis revenu 2 ou 3 fois après pour faire des petits contrats. Et le dernier contrat que j'ai fait en gens de couleur, c'était à Saint-Étienne. Et c'était la première fois, tout le temps où j'ai travaillé à l'Utopie, jamais je me suis produit à Saint-Étienne. On ne s'est jamais produit à Saint-Étienne. Donc j'ai jamais pu montrer à mes frangines et tout ça, tous les gens que je connaissais. J'ai jamais pu arriver, revenir, tu vois, et dire tiens, regardez, tu vois. Jamais. Donc et ça me manquait un peu. Je me disais, tu vois, j'attendais toujours de me dire ah, Saint-Étienne, peut-être un jour on fera ça. Jamais. Bon. Après, quand j'ai quitté l'Utopie, genre 1 an ou 2 ans après, j'entends, il y a un contrat à Saint-Étienne. Ah, c'est super, je vais le faire. Je dis à Saint-Étienne, je veux le faire. Je me suis retrouvé à faire gens de couleur à Saint-Étienne. Et je me suis retrouvé en train de me faire, donc à Saint-Étienne, en train de m'emmousser en vert place Marengo. Et quand je me suis retrouvé là, j'ai vu un espèce de, comme un éclair lumineux. Un flashback monstrueux. C'est que beaucoup d'années auparavant, j'étais minot pendant l'épopée des Verts à Saint-Étienne, j'étais gamin, et j'étais vert des pieds à la tête. J'étais avec l'écharpe verte et tout, j'étais vert des pieds à la tête, place Marengo, tu vois, je me suis retrouvé, c'est rigolo. Et c'est vrai que j'ai compris, je me suis dit, putain, mais c'est peut-être ça, vert. Peut-être que c'est tout simplement ça que j'ai traîné, quoi, tu vois. Je me suis retrouvé... Saint-Étienne. Ouais, c'est rigolo, quoi. L'épopée des Verts. Voilà, l'épopée des Verts. Moi, j'étais à fond quand j'étais gamin, j'étais pile poil mon âge, j'étais à fond dans le foot, tu vois, j'ai eu plein de matchs. J'étais dans... Vous êtes à Saint-Étienne, parce que moi, j'étais pas à Saint-Étienne, mais c'est toute la France qui a suivi l'épopée. Tu peux prendre n'importe qui ici, tu dis Saint-Étienne, tu diras rien d'autre que le football, hein. Je peux rien dire. L'épopée des Verts, football. Manu France. Ouais, pour certains un peu plus anciens qui vont chercher, qui sont délirés dans des catalogues. Voilà, pour les gens qui ont déliré dans le catalogue, mais sinon, à part des générations anciennes, Manu France, tu vois. Et même Manu France était associé à l'équipe des Verts, donc voilà. Alors, c'était... Voilà, c'est une anecdote. Effectivement, une anecdote inattendue, comme ça, le lien avec la Saint-Étienne. Ouais, c'est curieux quand même. Alors, je parlais de Saint-Étienne, vous n'avez pas spécialement Vert des pieds à la tête. Et donc, du coup, l'emmoussement que j'ai fait, je me suis fait une écharpe de supporter. Je me suis emmoussé, donc je suis vachement content d'avoir fait ça dans ma vie, de m'être emmoussé, place Marengo à Saint-Étienne, qui est une espèce de rendez-vous de la fête après les victoires, tu vois. C'est la place à Saint-Étienne où on va fêter les victoires, boire les coups et tout. Je me retrouve emmoussé dans une écharpe de supporter vert. Ça m'a plu comme ça. C'était une belle sortie. Et donc c'était ta sortie? Non, elle a été un peu plus en pointillé que ça, la sortie, mais pour moi c'est l'acte symbolique de la sortie quand même. Non, elle était un petit peu plus en pointillé que ça. Quand je suis parti assez brutalement, et après je suis revenu un petit peu, une fois de temps en temps, mais assez rarement, tu vois. Puis là encore maintenant, une fois de temps en temps, j'ai encore un petit lien avec, tu vois, des petites choses, mais c'est assez rare en fait. Donc depuis que je suis parti, c'est assez rare ces retours-là. Ils sont occasionnels. Tu es parti toi en 2000 ou 2001, je ne me rappelle plus. Cachot-Cachotterie. Et donc entre-temps, avant ça, avant de partir, il y a eu toute cette période-là à une utopie de construction. Et moi, je crois que je suis très attaché. Il y a une phrase, voilà, tiens, ça fait que je le dis. Quand j'étais encore à Saint-Étienne, j'étais un fan, à la limite de la dévotion de Franck Zappa. Tu vois, vraiment un très grand fan de Franck Zappa. Et donc avant que je connaisse l'utopie et tout ça, tu vois, j'avais Franck Zappa dans ma tête, c'était vachement fort dans mon rapport à la musique. Et j'avais une de ces phrases que tu peux entendre des fois des maîtres à penser. Il y en a une qui me tournait en rond dans la tête, c'est le jour où je l'ai entendu parler. J'ai entendu parler dans une interview de l'artiste, de la création, et de ce que lui, comment il définissait un artiste, et comment il parlait de ce qu'il appelait la continuité conceptuelle.
Il disait que c'était ça qui était important dans une création, dans un parcours artistique, c'est une continuité conceptuelle. C'est-à-dire que tu avances avec quelque chose, avec des concepts que tu affines, mais il y a toujours une continuité, tu peux toujours les lier les uns aux autres, même si tu n'en fais pas le lien tout de suite, tu peux le faire plus tard, mais c'est quelque chose qui avance, l'ensemble avance. Et cet ensemble-là, il n'est pas seulement lié à l'expression artistique, il est lié aussi à ta vie, tu vois, il est lié à ce que tu penses de la vie, comment tu te projettes toi dans la vie, comment tu vois la vie. Et moi j'ai vachement aimé toute cette expression-là, et je crois que ça m'a vachement porté avant Ilotopie, dans toute cette période assez, où moi je me semble appliquer une continuité conceptuelle à cette époque-là, tu vois, même de manière assez radicale. Et après, quand je me suis retrouvé justement dans un parcours plus d'artiste, avant ça, avant Ilotopie, j'ai fait de la sculpture aussi, j'ai oublié de dire ça, je fais pas mal de sculpture sur bois. Mais après, dans un parcours d'artiste, si tu veux, cette espèce de... Pour moi, c'est devenu très fort la continuité conceptuelle, comme je te l'ai décrit, c'est-à-dire que tout avance de l'objet, passer de l'objet à la réalisation, après devenir, l'habiter complètement, le faire vivre. Donc, et cette espèce de truc à un moment donné où tu fais naître de ta tête quelque chose qui va faire toute une boucle, se montrer, et c'est toi qui vas le livrer, quoi. C'est toi qui vas le livrer aux gens, tel que entre ton expression et le public, il y a toi qui est passé par le matériel, mais tu vois ce que je veux dire? Cette espèce de truc. Il y a ça qui m'intéressait vachement. Et dans Ilotopie, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette espèce de sentiment d'être dans un groupe qui avait une continuité conceptuelle. Tu vois, que Ilotopie, c'était un groupe, c'est un collectif, un groupe porteur de ça, porteur d'une identité forte et qui est, pour moi, qui était à cette époque-là encore plus fort, qui était un chemin vers une continuité conceptuelle de groupe. Et comme avant Ilotopie aussi, j'ai eu beaucoup d'expériences communautaires, tu vois, je veux dire, tout ça, ça s'est quand même fait vachement dans des ensembles avec des gens, dans des expériences de vie un peu semi-communautaires, mais tu vois, un peu sans trop de règles, quoi, tu vois, on est là, on habite à 2, à 3, à 4, on s'en fout, le tout c'est d'habiter, tu vois. Moi j'ai voté en touche dans la famille, enfin tu vois, j'avais fait un peu le ménage dans mon social complet, quoi, tu vois. Et ça aussi me plaisait, tu vois, de trouver un groupe, parce que tout d'un coup, c'était pas un groupe hétérogène de gens qui sont chacun dans une continuité conceptuelle non captée, non formée et complètement utopique et presque et d'une certaine manière stérile, tu vois, au bout d'un moment. Là, non, là d'un coup, ça s'incarnait dans. Tu vois, c'était une histoire collective, c'était des gens qui avaient cette espèce de même chose, que je pouvais reconnaître, et en plus qui étaient capables de mettre en commun pour faire cette même chose. Et ça m'a vachement plu. Ça, et d'autant plus que ça, c'était aussi le rapport au public. Et dès le début, Ilotopie m'a vachement intéressé dans cette manière de se repositionner sans cesse par rapport au public. J'ai été très sensible dès ma rencontre à Ilotopie au fait que Ilotopie tournait le dos au frontal. Tu vois, enfin, c'était, tu vois, pas de scène, pas de théâtre, pas d'histoire, pas de frontal, toutes ces choses-là. Moi, c'est quelque chose c'était assez radical pour me séduire, tu vois. C'est des positions, je me disais, ça c'est intéressant, des gens qui font ça. C'est ce qui m'avait tiré l'oreille dans l'île, quand j'étais en train de faire mes chantiers et tout dans la radio. J'ai entendu un groupe de gens qui faisaient une île, et je disais, je sais plus, ça doit être Bruno, j'ai entendu un interview, je sais pas quoi. Et ça m'avait tilté, je me suis dit, ça c'est pas mal. Et quand je suis arrivé ici, je ne savais pas que c'était ce groupe que j'allais rencontrer. C'est après que j'ai compris. Je me suis dit, mais putain, mais oui, c'est ça que je vais. Donc, tu vois, il y a cette espèce l'utopie m'a semblé possible ici de manière collective et socialement possible aussi, tu vois. Je veux dire, pas dans une bulle fermée, réouverte sur le monde. Et c'est ça, je crois aussi, quand j'ai quitté ma montagne, quand j'ai commencé à venir travailler l'utopie, c'est aussi une période où j'étais un petit peu en asphyxie sur moi-même, où tu vois, je commençais un peu à manquer d'air, tu vois, à manquer de rencontres, c'était trop. Tout ce côté radical m'a vachement refermé, donc c'était un peu trop serré sur moi-même, tu vois. Donc ça m'a vachement ouvert aussi. Donc tac, j'ai continué ce chemin, et en fait,
moi, mon parcours dans Ilotopie a été vraiment lié de plus en plus ça s'est fait, plus ça a avancé, plus ça s'est fait à ça, lié au rapport au public et à la façon qu'on a de se repositionner, de réinventer un rapport au public quasiment à chaque fois, à chaque création, de reposer ça. Justement, alors, est-ce que tu peux là me faire un enchaînement? Voilà, hein, j'ai bien introduit. Hein. Impeccable. T'as vu un professionnel. Voilà. Donc la grille du texte, là, de revoir la vision que tu as là par rapport à un corps humain, en partant un peu de la constitution du groupe. Ça que je trouve intéressant aussi, c'est en quoi les spectacles ils sont vraiment une émanation d'un corps qui les produit. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais qui est une continuité comme ça, un corps. Ouais. Et parce que je crois que d'une manière globale, moi j'ai toujours été attiré par, dans l'idée du collectif par exemple, par le fait que 1 plus 1 ça faisait pas 2, ça pouvait faire 3 et beaucoup plus. Donc ça c'est des choses qui m'ont beaucoup attiré dès le début. Attends, je suis en train de repartir en arrière, mais je sais pourquoi, il faut que je revienne. Et non, j'ai perdu. Vas-y, redis-moi, relance-moi. Par rapport à l'idée globale là, des schémas des organes, un corps, Ilotopie. Ah, un corps, ça le corps, voilà. Du cerveau. C'est le corps. L'assemblage, voilà. C'est-à-dire que ce que j'ai toujours pensé, c'est qu'un collectif, un groupe de gens, était capable de former un corps. Tu vois? C'est-à-dire que c'est des assemblages, et moi, et dans ma philosophie à moi, je me raconte depuis longtemps, c'est le monde s'est fait comme ça. On est un assemblage de choses. Moi, je suis un assemblage de cellules, ma famille est un assemblage des membres, tout est un assemblage et chaque fois, c'est un corps. Et je pense que j'ai très clairement identifié ça depuis longtemps, que le corps existe dans l'assemblage, quand à un moment donné, différents éléments s'assemblent, vivent ensemble et donnent vie à quelque chose. Tac. Et c'est vrai que j'ai toujours imaginé ça sous forme de corps. Comme il y a un corps. Non, il y a un corps social. Voilà. Oui, on dit ça dans le corps social, on dit ça, voilà. Et donc chaque fois, je trouve que la lecture du corps humain, à travers ça, tu vois, avec une bonne dose d'anthropomorphisme, ça marche assez bien. Ça marche assez bien parce qu'on retrouve l'intelligence, qu'est-ce qui fait avancer. On retrouve dans un groupe. D'avoir traversé pas mal de groupes avant aussi, j'ai vite constaté qu'un groupe fonctionnait un peu toujours avec les mêmes éléments qui prennent, tu vois, que ce soit dans le théâtre, dans des communautés et tout ça, les groupes ils fonctionnent, il y a toujours un peu les mêmes éléments, tu vois, et des éléments plus comme pourrait l'être un corps, si tu veux, le muscle, les nerfs, les énergies, les bras, la tête, le neurone, l'ensemble, l'articulation de tout ça, le squelette, ce qui est dur, sur lequel on peut s'asseoir, le muscle, ce qui va donner cette énergie-là. Et tu vois, un corps se forme comme ça. Et pour moi, maintenant je le dis maintenant, j'en étais peut-être moins conscient à l'époque, mais je crois que ce qui m'attirait, c'est que ce corps-là essaye de pénétrer un autre corps qui est le public, tu vois, qui est l'ensemble le public en général, pas le public, que ce soit 10 spectateurs ou 300 ou 4000, c'est un corps. C'est aussi un corps à qui tu proposes, et le spectacle, c'est une espèce de pénétration quand même du corps qui propose, le corps où il y a les acteurs et tout ça, qui propose, qui pénètre le public. Il faut toucher les gens, et pour moi, il y a une pénétration. Il y a l'aspect, le côté de pénétration dans le rapport au public est très fort. Je ne peux pas concevoir se regarder dans des yeux, et je pense qu'il faut que en tant qu'acteur, il faut que je rentre dans les yeux, il faut que je pénètre les yeux, il faut que je pénètre le cœur. Tu peux refaire un peu la liste là, on peut prendre ce biais-là de l'axe de pénétration, ou plutôt l'axe de rencontre entre ce que propose Ilotopie et le public à travers chaque spectacle. Ben, justement, c'est parce que moi je me rappelle les premiers champs d'expérience. Voilà. L'autobobus, c'était d'une certaine manière, je me dis, on aurait presque pu s'en arrêter là. Parce que on est parti, pour moi, dans mon parcours, je suis parti. L'autobobus, c'était vraiment l'endroit où il y avait une exploration il y avait une exploration du corps et du rapport acteur-spectateur
complète. Il y avait de tout. Il y avait de la distance, du frontal, il y avait de l'intimité à un point corporel dans l'autobus, dans le bal ou dans ces moments-là. Il y a du jeu d'acteur qui est vraiment, c'est une personne que tu as dans les bras et tu joues pour cette personne que tu as dans les bras. Et je crois qu'on peut pas faire plus avec du public. Ou alors après, c'est pas autre chose. Mais là, quand même, pour moi, c'était tu vois, je veux dire, avoir un spectateur dans les bras et que tu sens que tu l'emmènes, je crois que c'est bon. On ne peut pas aller plus loin. Tu vois, tu joues que pour lui et tu sens que tu l'emmènes. J'ai l'impression que je ne peux pas aller plus loin. Je fais une parenthèse. Voilà. Et Jean-Marc, la semaine dernière, où il y a peu, quand il était là, il me disait que sur l'amour toute la nuit, le défi qui s'était donné, c'était de finir la nuit avec par rapport au thème l'amour toute la nuit. Pour lui, l'objectif, c'était d'aller plus loin que du corps à corps dansé. C'était corps à corps sexuel. Voilà, corps sexuel. Jean-Marc s'était donné ça comme. Ah, moi, j'ai des barrières judéo-chrétiennes à traverser encore pour aller au-delà. Je disais ça, voilà, j'avais dit en même temps de Jean-Marc qui me raconte ça la semaine dernière. Mais oui, mais je crois que c'est vrai, et puis pour beaucoup d'autres aussi. Moi, je pense que c'est réel, si tu veux, la mixité avec le public, cette idée de pénétration avec le public, je pense qu'elle était quand même assez effective quand même pendant longtemps. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai un peu remarqué, c'est qu'au fur et à mesure à chaque création, on se posait vraiment la question, quel est le rapport avec le public? C'était vraiment un des trucs fondamentaux. Et donc, chaque fois, moi, j'ai vu l'autobus qui était vraiment transport du public, une espèce de boucle. On prend le public, on l'enferme dans une boîte, nous, les spectateurs, on s'enferme dans la même boîte, et il se passe des tas de choses, et ça se mélange assez bien. L'acteur peut être mêlé au public, et le public peut arriver à se débrider suffisamment pour devenir un peu, voire assez acteur. Donc tu vois. Ensuite, dans les propositions qui ont suivi, moi je dirais schématiquement, il y a eu dans le rapport au public, après c'est pas la même lecture que je fais par rapport au corps, mais dans le rapport au public, il y a eu le champ d'expérience où le public était mobile comme un fluide, et nous, on était en station, en boucle, et c'était un peu comme un schéma mécanique, si tu veux, où le public passe comme un fluide, et nous, acteurs, on est dans un endroit où on le voit passer, et c'est traversé constamment par le public. C'est pas toi qui, d'une certaine manière, le pénètre, mais par contre, le public qui te pénètre constamment, comme un flux constant. Ensuite, le champ d'expérience second, le tunnel, c'était l'espèce de bascule dans le rapport au public. C'était le public est assis, tout le monde au premier rang, et on va faire circuler devant lui les acteurs, la compagnie va faire circuler devant lui tout ce qui est possible, et lui amener et le faire passer pareil dans un flux. Mais c'est le contraire. C'est plus les acteurs qui bougent, c'est exactement le contraire. Le public est assis, et par contre, tout ce qui passe est un flux, du passe devant, de droite et de gauche, mais sous forme de flux. Ça traverse très furtivement, en fait. Ça traverse le regard plus que le... Et même dans la tour, c'était ça aussi. Il y avait une traversée du regard plus qu'une traversée physique, tu vois. Ensuite, il y a eu le réseau. Le réseau où c'était... je pourrais presque dire ça comme ça, c'est que après avoir eu un plan A dans la tour, un plan B dans le tunnel, le réseau c'était A plus B. C'est-à-dire que tout le monde dans le même panier, dans la même nasse, public et acteur, et tout le monde circule. Donc on accepte que tout le monde ne verra pas la même chose. On rompt avec presque l'idée de la démocratie, qui était un lien avant sur le champ d'expérience premier, le champ d'expérience 2, où tout le monde, ce qui se passait pour tout le monde, tu vois, avec un peu de différence. Dans le tunnel, tu avais des axes de vue différents, mais en tout cas, un des principes du tunnel, c'était tout le monde au premier rang. Tu vois, il y avait 400 personnes, tous au premier rang. Et tu vois, cette espèce de démocratie, quoi. Et là, en fait, le réseau, c'était devenu une sorte de lâchage de ça, de dire ça devient tellement démocratique, et bien évidemment que personne ne verra. Il n'y a pas de truc possible. Là, je dirais que moi, c'est le premier spectacle que j'ai vu, Réseau. Justement, je trouve que c'est une grande démocratie aussi, parce que c'est une grande liberté. Chacun se crée son histoire. Voilà. Plutôt que ce soit une histoire imposée, ou c'est à la limite plus... C'est pas ce que j'ai dit, là? Non. Ben non, là, tu mettais la démocratie dans l'idée que tout le monde voit la même chose.
Non. Moi, je trouve que c'est encore une démocratie plus forte à la limite de réseau, mais c'est parce ça. que chacun invente son... Voilà, plus de démocratie. Plus de liberté. Voilà, c'est pour ça que je dis A plus B, c'est les deux, si tu veux. C'est-à-dire que c'est vrai que la tour, c'est pas démocratique, ça part de cette idée-là, enfin, ça part pas, je sais pas si ça n'a pas été conçu comme ça, mais enfin bon, si on pense à ça, ça peut le faire, mais ça marche pas, c'est pas tout à fait dans une... Non, mais il y avait un axe, voilà. Après, il y a un autre axe qui est voilà. différent. Et là, par contre, là, c'est encore plus de démocratie, c'est-à-dire que tout le monde est libre, on n'impose pas telle scène à tel public à tel moment. Il se passe ce qui se passe, et puis le public est là, il le prend comme il veut. Mais ce qu'on a de commun, c'est un espace-temps. On a ça de commun, 1h30, ça c'est un espace-temps, et là-dedans, il se passe ce qui se passe. Comme je l'ai vécu, je disais tout à l'heure, moi, du coup, j'ai mon espace-temps du temps de réseau. Il est bloqué sur Raymond. Voilà, je l'ai bloqué, je me baladais, mais à chaque fois que je repassais devant Raymond, je bloquais. Voilà. Il me prenait de l'espace-temps. Voilà. Il m'a accaparé un espace-temps. Ouais, parce que c'était offert, comme ton marché. C'est aussi un des rares qui parlait, je crois. Ouais. Enfin, voilà, moi j'ai plus un rapport peut-être au texte. Et ce qu'il racontait, comment c'était mis en scène. Et après, il y a plein d'images que je trouve intéressantes, qui sont troublantes. Plus un souvenir comme ça, un peu d'énigme. À la fois, tu voyais des choses, mais elles étaient à moitié données. Raymond, ça a été un des premiers à parler. Notamment qui était dans le. Il y avait comme un œuf là. Ouais. Quelqu'un qui était dedans. Sandra. Ouais. C'était vraiment une image qui m'avait beaucoup troublé. Ouais. Je trouvais très énigmatique. Justement, je n'arrivais pas. Je la voyais à distance, mais sur quelqu'un devant. Ça me semblait. Mais en fait, beaucoup, en plus, dans les petits secrets des fabrications de ces images-là, elles sont aussi, on pourrait s'amuser à reprendre chaque image qui est dans le réseau et à lui retrouver une image, c'était des évolutions d'autres images qui ont eu lieu dans la tour et dans le tunnel. Il y a aussi cette lecture-là à faire à l'intérieur de ces spectacles-là. La sphère dont tu parles, c'est une évolution de la sphère qu'avait fait Ursula dans le champ d'expérience premier, où elle était dans une boule enfermée, avec très peu de possibilités au public, tu vois. Et pareil, elle était dans une espèce de mobilité. Et là, d'un coup, dans le réseau, c'était beaucoup plus offert au public, tu vois. Et l'acteur beaucoup plus offert. Alors que tu vois, il y a beaucoup d'images dans les constructions des spectacles qui ont suivi. Il y avait une évolution, et c'est ce que voilà, cette espèce de continuité, ce que moi j'appellerais une continuité conceptuelle, et qui est très que moi me touche beaucoup, parce que je trouve que c'est comme ça c'est comme ça aussi que les idées elles se bonifient et qu'elles s'approfondissent, quoi. Donc ça me plaisait vachement. Et donc ne serait-ce que sur ces 3 champs d'expérience, il y a ce rapport au public, et puis après il y a eu des tas d'autres explorations dans le rapport au public, mais jusqu'à après il y a eu des explorations sur la proximité, dans les trucs de plaisir, et l'amour toute la nuit, qui est pour moi une espèce d'apogée de vouloir d'être dans une forme où l'espace-temps c'est à la fois réseau, c'est-à-dire que c'est un espace-temps qui est fermé, mais qui est beaucoup plus long dans cet espace-temps. Donc il y a cette liberté-là, mais avec un peu de lignes dedans, mais quand même une part de liberté pour le public, mais avec un peu des lignes et des rendez-vous. Et l'amour toute la nuit, l'ensemble de l'amour toute la nuit pouvait, à mon sens, être aussi retrouver la veine de l'autobobus, tu vois, où il y a de tout. Dans l'amour toute la nuit, il y avait de tout. Il y avait du frontal, du pas frontal, de l'intimité. Moi, j'étais dans des histoires extrêmement intimes dans l'amour toute la nuit, aussi, dans un rapport au public très très étroit. Et alors que dans d'autres moments du parcours d'amour toute la nuit, j'étais complètement en frontal et en exposition théâtrale, quoi, tu vois. Et c'est vrai que moi, je crois que ça m'intéressait ce qui m'a intéressé le plus possible, c'est se rapprocher du public, l'intimité, même aller vers le théâtre invisible et ces choses-là, quoi, tu vois. C'est vrai que c'était des choses, moi, qui m'ont vraiment vraiment attiré, et j'ai suivi toute cette évolution-là. Et en fait, quand est arrivé Narcisse, pour moi, c'était un coup trop violent. Ouais, pour moi, c'était pas possible. Je me rappelle des premières réunions, d'ailleurs, on va faire un spectacle sur l'eau et tout. Moi, presque ça me choquait, tu vois. Je me dis, mais, tu vois, je dis, mais pourquoi qu'est-ce qui nous a fait le public, tu vois. Dans ma tête, c'était ça, mais qu'est-ce qui nous a fait le public d'un coup, qu'on veut se couper de lui et se protéger de lui avec une distance d'eau. Pourquoi avoir fait tout ce chemin pour maintenant redonner cette distance et retrouver le frontal et tout. Moi, c'était vraiment ces questions-là, je ne les comprenais pas, j'arrivais pas à leur donner de raison, tu vois.
Et pour moi, il y a eu une rupture dans la continuité conceptuelle. En tout cas, pour moi, il y a une rupture que j'ai pas pu comprendre. J'étais absolument incapable de comprendre cette rupture-là. Et je pense que cette rupture, maintenant, avec le temps, je pense qu'elle a été plus liée dans une affirmation de l'eau, de l'insularité, de l'utopie. Tu vois, cette espèce de rapport à l'eau qui, jusqu'alors, moi, me gênait pas trop. Parce que l'eau, c'était aller sur l'île, dormir, prendre le bateau, mais c'était pas dans le, voilà, c'était pas dans le partage collectif. Là, d'un coup, c'est devenu un élément. Ouais, tu vois. Si tu es dans l'utopie, là, tu as un rapport à l'eau, là, tu vois, et c'est redevenu un élément hyper fort, et pour moi trop radical et trop incompatible avec mon mode de vie. Voilà, incompatible. Là, pour moi, il y a une rupture. Et donc, moi, j'ai pas fait la création de Narcisse, et je suis resté un peu en parallèle, puisqu'il y avait quand même pas mal d'autres choses à faire que Narcisse. Et à cette époque-là, je me suis retrouvé quand même par une sorte de démission du reste du groupe aussi, qui était focalisé sur Narcisse. Il y avait d'autres choses à tenir en l'air, les menus plaisirs, des choses là qui ne motivaient pas forcément tout le monde. Et moi, je me suis retrouvé plus à m'occuper de ces choses-là. Et donc, du coup, aussi, peut-être à prendre un peu plus de place dans une direction, dans une direction de projet, peut-être, tu vois. À prendre plus de place dans de la direction de projet sur des choses, des événements qui se faisaient un peu en parallèle de Narcisse. Et donc c'était une nouvelle expérience pour moi qui a été plus vers mise en scène, jeu, tu vois, aller plus vers ça, quoi, tu vois. Non, mais là, je te signale qu'on est à 56 minutes. Ouais. Et que du coup, ça serait pas mal que tu finisses sur. Le corps. Non, les boules. Les boules. Les boules. Cachot. Voilà, comment je suis sorti en fait? La question, ça serait. Comment je suis sorti? Tu me disais que tu es sorti suite sur ce spectacle-là, où là, justement, il me semble que tu étais je peux le faire. Projet. Je peux le faire. Alors, l'histoire, c'est que je crois que quand j'ai commencé à faire ces trucs, quand il y a eu cette rupture-là pour moi avec Narcisse, je me suis retrouvé dans une situation assez délicate, c'est-à-dire que Ilotopie a toujours avancé avec l'idée d'un collectif, une idée d'un collectif, et puis cette idée, elle s'est quand même, à mon sens, assez perdue quand Bruno et Françoise se sont séparés, où il a commencé un plus, malgré, je suis sûr qu'ils ne seraient même pas forcément d'accord de l'entendre, mais moi je le crois, je crois qu'il y a eu un peu dans cette séparation était visible au sein du collectif, elle était sensible, peut-être pas visible, mais elle était sensible, on pouvait, tu vois. Et donc il y a eu aussi un peu deux directions parallèles, pas opposées, mais deux directions parallèles possibles. Et moi je me suis retrouvé à un moment donné, j'ai eu le sentiment de me retrouver un peu à cheval entre les deux. Et à cheval entre les deux, plutôt à être dans une espèce de lien. Le fait d'avoir cette position un peu particulière dans le groupe, je me suis retrouvé un peu lien entre Bruno, Françoise, tu vois, des projets, des histoires qui sont un peu. Je me suis retrouvé un peu au milieu, avec des histoires, à gérer des histoires qui étaient un peu au milieu de ces deux énergies et de leur non-dit aussi, tu vois. Et je me suis retrouvé un peu au milieu de ça. Et donc à le gérer un peu d'un point de vue relationnel avec l'un et avec l'autre. Et donc pour moi, je crois qu'il s'est passé, c'est que j'avais plus de place franche. Autant que je te dis, tu vois, quand j'étais menuisier, la place était évidente, je ne pourrais même pas la dire tellement elle était évidente. Là, tout d'un coup, j'avais plus de place franche. Parce que je ne me sentais pas totalement décisionnaire, alors que j'étais dans des situations où il aurait fallu que je puisse l'être totalement, mais je ne l'étais pas. Donc ça m'a manqué sur des événements. Il y a eu des choses qui ont amené un peu du conflit, un peu tu vois, de l'opposition face à la direction, parce que tu vois, et en fait, de fil en aiguille, il y a un moment donné, j'ai eu le sentiment de ramasser un peu les pots cassés, c'est-à-dire qu'il y avait, pas les pots cassés, mais de ramasser les abandons. Ilotopie a continué à tracer droit. Narcisse, c'est quelque chose qui a beaucoup mangé l'énergie qui était très demandeur d'une grande part de l'énergie de la compagnie, pendant longtemps, quand même, tout le temps de la création, qui a été long. Mais par contre, à côté de ça, il y a plein d'autres activités qui existaient. Et moi, de m'occuper de ces activités-là, je me suis retrouvé de plus en plus en concurrence, en fait, d'une certaine manière, en concurrence d'équipe, avec des gens, tu vois, à faire un projet, j'ai besoin de 6 personnes, mais oui, mais si je les trouve où? Ils sont tous sur Narcisse. Donc aller en chercher ailleurs,
tu vois, et je me suis retrouvé d'une certaine manière à gérer des histoires avec bien souvent des conflits de concurrence, quoi, tu vois. Tu pars faire un contrat et tout, mais tu peux pas amener des machines-outils parce qu'elles sont toutes mobilisées sur Narcisse. Alors bon, je peux pas, et des choses comme ça, quoi, des états de concurrence. Et aussi un espèce de délitement par rapport à des petits projets et tout. Donc, de gérer tout ça, moi, petit à petit, ma place est devenue de plus en plus intenable, je pense, tu vois. Et parce que aussi, moi, je suis devenu de plus en plus exigeant quant à cette place aussi, tu vois. De me dire à un moment donné, j'ai eu vraiment eu le sentiment de me dire qu'il fallait d'être dans un état de défense de quelque chose que j'avais, que je méritais, tu vois. Enfin, tu vois, la place que j'avais, je vois pas, j'ai pas, j'ai pas bien compris que ça puisse se déliter comme ça, alors que je m'étais fort investi, tu vois. J'ai le sentiment de m'être fort investi et d'un coup de voir ça comme ça, merde, et de pas avoir pouvoir tu vois, je sentais que j'avais pas le pouvoir de modifier ça. Et donc là, ça s'est, hein. Et sur quoi? Alors vas-y, une minute sur les boules, c'est chaud. Non, voilà. Non, voilà. Si c'est plus qu'une minute, après c'est ça l'histoire, c'est que je suis sorti de là à un moment donné où, de manière très claire, je me suis retrouvé le cul entre deux chaises et porteur de quelque chose que j'ai vraiment porté à bout de bras et au dernier moment qui n'a pas pu être appliqué tel que je l'ai porté et qui a dû s'appliquer autrement. Et là, pour moi, c'était le glas. Ça a sonné le glas de ma participation. Je ne pouvais plus. Je me suis retrouvé ficelé, pieds et poings liés. J'ai pas eu le choix. À mon sens, je pense que j'ai pas eu le choix que d'une rupture franche. Tu vois, il a fallu que je mette que je fasse ça à un moment donné comme un coup de couteau. Ça fait bien une progression, une évolution, puis soit ça continue à évoluer, soit. Voilà, soit il a fallu que je tranche. Il n'y a pas de. Et là, dès lors, voilà, c'est exactement ça. Il n'y a plus de demi-mesure, ça doit être tranché, quoi. Et ça, c'est vrai que je suis parti de l'utopie de manière complètement tranchée. À un moment donné, il y aurait eu d'autres moments certainement plus judicieux pour la compagnie, mais là, c'était un moment donné qui avait. Où aussi ça avait du poids. Je crois que ça m'importait de partir à un moment donné je crois qu'à l'époque, ça m'importait de partir à un moment donné, de dire, ben, ils sont bien dans la merde, et ben, qui se démerde. Tu vois, de montrer le poids que moi je portais, de dire, ben voilà, allez, si je peux pas, ben, vous allez le porter. Plutôt que d'aller jusqu'au bout, de finir de porter ma responsabilité, de fuir à un moment, de partir comme ça. Parce que je sentais que c'était ça qui allait se passer, en fait, d'une certaine manière. Tu vois, j'allais finir par sortir.